Bonjour à tous, merci d'être présents virtuellement pour cette conférence du Printemps de l'économie intitulée « Faut-il faire la paix avec les machines ?» C'est une session organisée par l'INSEC qui a été conçue par Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC Business School. Et pour répondre à cette question, faut-il faire la paix avec les machines? Nous vous proposons une session dans un format un petit peu particulier. On va faire un faux procès, on va mettre les machines sur le banc des accusés et je serai le rôle du juge, mais on a besoin de vous pour trancher cette question. Faut-il faire la paix avec les machines? Et pour cela, je vous invite évidemment à réagir, à donner votre avis, également à poser vos questions dans l'espace qui est dédié sur le site, sur le live chat. Vous pouvez poser vos questions ou alors sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'économie. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet pour ce procès. On va être avec Aurélien Portuez, professeur de droit, qui va jouer le rôle du procureur, Aurélien. Donc vous, votre objectif, ça va être d'alerter sur les dangers multiples d'un recours trop libre aux machines. Et puis dans le rôle de l'avocat, on va voir Julien Pillot, donc avocat du diable peut-être. Avocat du diable, on verra cela. Julien Pillot, donc je le disais, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Et donc vous, votre objectif, ça va être justement de défendre un recours raisonné aux machines, en quelque sorte, en pointant les causes réelles de l'inefficience de marché. Hein, c'est le printemps de l'économie, on va parler d'économie bien sûr, et en relativisant les capacités réelles. Alors, faut-il faire la paix avec les machines pour vraiment essayer d'avoir un maximum d'éléments de réponse? Je vous propose d'aborder la question sous 4 thématiques. Les machines détruisent-elles de l'emploi? Les machines aggravent-elles les inégalités sociales? La 3e thématique sera consacrée à l'environnement. Que penser de l'impact environnemental de cet essor des technologies? Et puis le dernier thème, ce sera sur les tensions sécuritaires, sur les tensions en matière de vie privée. On va étudier ces 4 aspects et puis à l'issue de cette étude, on va entendre les arguments pour et contre. On vous invitera encore une fois à trancher. On essaiera de trancher en fonction des différentes réactions qu'on aura. Donc encore une fois, vous avez un espace sur le live chat sur le site et puis n'hésitez pas à réagir sur Twitter. Alors pour commencer, on va parler de l'emploi. Effectivement, est-ce que la machine détruit de l'emploi? Et c'est vrai que intuitivement, on va dire, c'est assez naturel quand on voit dans notre quotidien, quand on passe aux caisses automatiques, quand on passe au péage, on voit qu'il n'y a plus ces petits boulots, ces emplois qui sont devenus inutiles, qui ont été remplacés par des machines. Et les machines, rappelons-le, elles font pas grève, elles sont pas en vacances, elles sont pas malades. Donc c'est une vraie question qui se pose. Et tout de suite, on va poser la question à l'avocat, on va poser la question à Julien Pillot. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ces craintes, elles sont fondées? Est-ce qu'on voit... Comment est-ce qu'il faut analyser l'essor des machines dans tous les pans de l'économie qu'on voit et la disparition de l'humain dans tous des pans entiers de l'activité? Déjà, en préalable, je voudrais quand même rappeler que tous les jours, des emplois disparaissent sans forcément que ce soit les machines qui soient responsables de la disparition de ces emplois-là. Je prends qu'un exemple, mais lorsque vous faites la chasse au diesel, c'est toute une filière finalement que vous mettez à mal. Et là, on comprend bien que ce n'est pas les machines qui sont en cause, c'est plutôt des changements réglementaires qui prennent en considération peut-être des considérations environnementales davantage qu'on ne les prenait en compte au préalable. Donc, cette parenthèse étant refermée, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais juste qu'on réfléchisse sur 2 chiffres. 43%, 9%. Ce sont 2 chiffres qui sont issus d'études, respectivement une étude qui a été menée par l'Université d'Oxford et puis une étude qui a été menée par l'OCDE, qui considèrent en fait la même problématique. Quelle est la part des emplois
d'aujourd'hui qui sont menacées à moyen terme de disparition à cause de l'automatisation que permettent les machines ou les algorithmes. 43%, 9%, c'est quand même un petit peu le grand écart. Et lorsqu'un économiste prend en considération ce type d'études, eh bien, la seule posture qui devrait être la sienne, c'est d'être le plus humble possible, de reconnaître qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. Parce que derrière, finalement, les destructions d'emplois qui peuvent être causées par les machines, et vous en avez cité quelques-uns, Thibaut, eh bien, il y a une galaxie de choix entrepreneuriaux, de choix aussi en matière de consommation, et puis de choix réglementaires. Je vais prendre juste 2 exemples pour illustrer mon propos. Prenez par exemple les avions de ligne. Ça fait maintenant à peu près 30 ans que tous les pilotes de ligne sont assistés par de la technologie. Et aujourd'hui, on est capable de faire voler des avions de façon complètement automatisée. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau réglementaire? On s'est rendu compte qu'effectivement, on a peut-être moins besoin d'avoir un nombre conséquent de pilotes dans le cockpit en même temps. Et donc, les réglementations sont passées de 3 pilotes obligatoires par vol à 2 pilotes obligatoires par vol. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on pourrait considérer que les machines ont détruit de l'emploi. Sauf que dans le même temps, eh bien, le trafic aérien a doublé tous les 15 ans. Ce qui veut dire qu'au final, comme nos besoins de voyager par voie aérienne ont augmenté dans le même temps, on n'a jamais eu autant de pilotes de ligne qu'aujourd'hui. Donc ça permet de relativiser 2-3 petites choses. Et puis, ce n'est pas parce qu'il est techniquement possible de remplacer un emploi par une machine que ça va être socialement accepté et acceptable. Je prends un exemple qui m'a beaucoup amusé ces derniers temps. Un hôtel au Japon qui avait pris la décision, pour se démarquer, de remplacer 100% de son personnel par des robots. Eh bien, il s'est dit, oui, ça va être une super affaire. Non seulement on va avoir une offre différenciée, ça va faire venir tous les curieux, tous les geeks de la planète dans notre hôtel. Et puis en outre, effectivement, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Pour les raisons d'ailleurs que vous avez évoquées, Thibaut, tout à l'heure. Bon, sauf que les clients se sont plutôt montrés très déçus par l'expérience proposée, parce que l'interaction avec une machine, c'est pas exactement la même chose que l'interaction avec un humain, parce que l'interaction des machines s'est montrée limitée à résoudre certains problèmes, et surtout parce que les machines sont tombées en rade beaucoup plus fréquemment que ce qu'on pensait. Donc c'est pas parce que c'est techniquement possible que c'est socialement accepté, et s'il n'y a pas de marché finalement qui répond derrière l'automatisation de certaines tâches, alors il se passe ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est qu'on fait machine arrière et l'hôtelier en question a remis des humains dans sa fonction de production. Et puis une dernière chose peut-être pour conclure, vous avez cité des métiers dans votre introduction, Thibaut, qui ont effectivement disparu, qui sont en cours de disparition, de remplacement par les machines. D'accord. Si vous me posez la question de savoir si aujourd'hui et à moyen terme, certaines machines peuvent faire votre métier, je vais vous dire que la réponse est oui. La réponse est oui, mais dans certaines conditions. Surtout si votre métier, en fait, il est très répétitif. Surtout si votre métier, il vous laisse peu de marge de manœuvre en fait en matière d'autonomie. Surtout si votre métier, il est assez pénible en fait. Alors, je pose la question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la destruction de tels emplois est réellement une régression? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on peut voir sous l'angle du progrès? Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout est une question d'échelle. Si effectivement, du jour au lendemain, vous mettez une grande partie de la population qui occupe ce genre d'emploi au chômage, il faut penser des moyens de reconversion. Mais c'est là qu'on passe de la microéconomie à l'économie politique. On peut penser éventuellement mettre en place un revenu universel, on peut penser mettre en place aussi peut-être des plans de reconversion professionnelle, ou on peut aussi imaginer des taxes robots. On a un arsenal en fait qui peut être mis en place si tant est que ce soit nécessaire et justifié sur le plan économique et social. Aurélien Portuez, monsieur le procureur, qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces arguments? Est-ce que finalement il faut alerter sur ce danger de destruction d'emplois par la machine? Oui. Alors déjà, merci de me recevoir, et dans le rôle qui m'est donné de procureur, donc de voir un petit peu les effets positifs, mais aussi surtout négatifs, ou en tout cas invisibles des machines. Juste un chiffre qui vient du Forum mondial de Davos, qui dit qu'en 5 ans, à peu près, on détruit 7 millions d'emplois dus à la robotisation, à l'automatisation des activités. Cette destruction d'emplois est associée à 2 millions d'emplois créés avec cette robotisation. Donc le solde, il est simple, il est négatif. Le solde il est négatif de 5 millions d'emplois à peu près tous les 5 ans.
Donc il n'y a pas de débat sur quel est le solde de création d'emplois. Le solde est clairement négatif et on le voit sur les deux chiffres que Julien a cités, avec ce grand écart entre l'étude de l'OCDE qui dit 9% de réduction d'emplois et cette étude d'Oxford qui dit à peu près 50%. Allez, sans vraiment savoir, c'est un peu comme le coût du Brexit, personne ne sait, on a tous des estimations et pour savoir, on fait la moyenne. En faisant la moyenne, ça fait à peu près une vingtaine de pourcents d'emplois qui seraient détruits. Ça, c'est juste une méta-analyse de ces deux analyses-là. Cette vingtaine de pourcents, il est clair qu'il n'y aura pas une vingtaine de pourcents de création d'emplois issus de cette automatisation. Et preuve en est, c'est tout simplement l'évolution de nos économies, notamment les économies occidentales, sur les 20 dernières années. La productivité n'a eu de cesse d'augmenter. Cette productivité, elle est due aussi à une intensité capitalistique qui est accrue. Et inversement, le chômage n'a eu de cesse de stagner, voire de s'aggraver. Donc on voit bien que la variable, c'est pas les emplois, c'est la constante et le chômage, ou en tout cas l'inactivité. Et cette destruction d'emplois due à la robotisation, à l'automatisation, elle ne trouvera pas autant de création d'emplois. Le solde est clairement négatif. On le voit, on le sait. On le voit, on le sait sur des métiers qu'on n'aurait pas pu penser comme étant automatisable, ne serait-ce que dans l'économie post-Covid qu'on vit actuellement, les caissiers. On voit évidemment des caisses automatiques de plus en plus dans les supermarchés, ça existait. Mais demain, on n'aura plus de caisses. C'est plus des caisses automatiques qu'on aura. C'est des magasins sans rien où par votre simple smartphone, on verra les produits que vous collectez dans votre panier. Et une boutique comme ça à Seattle. Exactement. Exactement. Et là, on est en pleine expérimentation aux États-Unis. Et pour l'Europe, ça va arriver dans quelques mois, dans quelques années, en disant. Et donc, il n'y aura même plus de caisse automatique. Et donc, ces informaticiens qui viennent pour réparer, parce que c'est l'argument de dire qu'il y a des informaticiens qui viennent justement vérifier et contrôler les machines. Donc, c'est créateur d'emplois. Non, c'est plus vrai du tout. Il n'y aura plus de caisse. Et donc, on arrive à un système un peu comme les autoroutes, que vous avez dit. On n'aura plus de caisse automatique aussi sur les autoroutes. Il faudra juste passer et avec votre plaque d'immatriculation, vous serez facturé et on vous envoiera la facture chez vous. Donc, on voit très bien que le taux de destruction d'emplois est bien plus élevé que le taux de création d'emplois. Alors, au-delà de ce solde négatif, il y a la question, pour reprendre un terme d'économiste, de la polarisation de l'emploi. Et effectivement, si on rebondit sur vos propos, Aurélien Portuez, aujourd'hui, on a des personnes qui vont assurer la maintenance informatique des caisses automatiques. Mais finalement, ces métiers-là aussi sont appelés à disparaître. Et ceux qui vont finalement émerger sont les informaticiens de haut niveau qui vont mettre au point justement les solutions qui permettront de faire des magasins sans rien. Et donc, la transition, elle est parfaite puisque le deuxième thème, c'est justement, est-ce que les machines aggravent les inégalités sociales? Alors, monsieur l'avocat, monsieur Julien Pillot, qu'est-ce qu'on peut donner comme élément de réponse à cela? Est-ce une réalité? Est-ce qu'il faut aller voir un peu au-delà de cette polarisation qui semble également, là encore, très intuitive? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question, Thibaut, mais je vais partir d'une réflexion, on va dire, parallèle pour ensuite reboucler sur la question que vous venez de poser. On pourrait en fait raisonner en matière de bulles de filtre. Vous savez ce que c'est, les bulles de filtre? Absolument. Fatalement. Donc les bulles de filtre, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle le cerveau humain est beaucoup plus en confort avec des idées, la recherche d'idées qui vont conforter des idées qu'ils ont a priori. Ce qui pousse en fait des personnes qui pourraient penser éventuellement que la Terre est plate à aller chercher des informations qui corroborent leur hypothèse de départ. Ils vont fatalement trouver d'autres personnes et des articles qui essaient de démontrer que la Terre est plate. Et au final, comme ces personnes n'en viennent qu'à dialoguer qu'avec des personnes qui pensent la même chose, il se crée une vérité un petit peu parallèle. Et surtout, la machine va étudier les centres d'intérêt et encourager, pousser les contenus allant dans le même sens auprès de l'utilisateur déjà complotiste. Exactement. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait un biais de confirmation qui pousse finalement les machines à apprendre de leurs utilisateurs et finalement à les pousser toujours plus loin dans leur logique, par exemple consumériste. Les algorithmes d'Amazon apprennent très bien à vous connaître et vous proposent
articles qui peuvent vous intéresser parce que vous avez déjà acheté des articles qui sont complémentaires, par exemple. L'algorithme de recommandation de Netflix finit par vous ne proposer que des films d'action parce que les 3 derniers films que vous avez regardés sont des films d'action avec Jean-Claude Van Damme, par exemple, et j'en passe. Donc en fait, vous avez un biais qui est bien connu des statisticiens qui travaillent sur les algorithmes d'intelligence artificielle ou la robotique, qui est un biais de confirmation où au final, vous avez des algorithmes ou des machines qui arrivent à très bien faire ce que vous leur avez donné à apprendre. Donc j'en viens à votre question sur les inégalités. Effectivement, si vous demandez à un algorithme qui a appris à apprendre, par exemple, le niveau de salaire que vous pouvez proposer à une personne lorsque vous l'embauchez dans une entreprise, il y a de fortes chances que cet algorithme que vous allez prendre comme une aide à la décision vous propose de payer davantage un homme qu'une femme du même âge qui a eu à peu près le même cursus, à la fois professionnel mais également éducatif. Si vous demandez à un algorithme d'aide à la décision de vous aider à prendre une décision d'ordre juridique lorsqu'il s'agit éventuellement de prononcer une libération conditionnelle d'un individu qui se serait mal comporté. Effectivement, ça s'est passé aux États-Unis, c'est Northpoint qui a mis en place un logiciel de ce type-là, d'aide à la décision. On s'est rendu compte a posteriori que si vous étiez un homme de couleur, vous aviez 70% de chances supplémentaires de ne pas avoir de remise de peine par rapport au fait que vous soyez blanc. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les machines, effectivement, et je suis d'accord avec ce point-là, peuvent aggraver des inégalités parce qu'elles renforcent les inégalités telles qu'elles existaient au préalable. Mais, encore une fois, les machines ne sont pas la cause des inégalités. Elles renforcent des inégalités que nous avons nous-mêmes créées. Et donc, les discriminations à l'embauche, les discriminations salariales, les inégalités sociales, ce sont nous qui les avons créées. Et si on apprend aux machines, finalement, de répliquer, mais avec toute la puissance d'autonomisation d'une machine, qui va beaucoup plus vite que nous, mais de répliquer ce qu'on lui a donné à apprendre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire, effectivement, ce qu'on lui a appris à apprendre, c'est-à-dire répliquer ces inégalités à l'envi. Donc, si on veut s'attaquer à la vraie cause du problème, ce n'est pas s'attaquer aux machines, c'est s'attaquer aux causes qui ont créé ex ante ces inégalités-là. Et donc, c'est travailler sur l'éducation, c'est travailler sur l'éthique, c'est travailler sur, tout simplement, par la voie politique, par la voie aussi de l'éducation, travailler en amont sur la réduction des inégalités. Mais ne prêtons pas aux machines, finalement, des maux qu'elles n'ont pas causés. Elles vont éventuellement les renforcer, mais elles ne les ont pas causés. Ces inégalités sociales, elles préexistaient bien avant le fait que l'on mette des machines dans le système. Donc si je comprends bien, tout est pour caricaturer à grands traits, l'homme est la cause de tous les maux et la machine finalement peut s'en laver les mains. Aurélien Portuez, monsieur le procureur, vous êtes d'accord avec cette conclusion encore une fois à gros traits ? Alors je pense que c'est un petit peu le contraire, dans le sens où les gens ne sont pas particulièrement mauvais ou ne veulent pas particulièrement favoriser les inégalités, et c'est l'algorithme ou la machine qui peut l'aggraver. Par exemple, les responsables de Twitter, je ne crois pas qu'ils soient particulièrement racistes. Or, l'algorithme de Twitter s'est révélé avoir des biais complètement racistes. Donc, le concepteur de l'algorithme, ou en tout cas le responsable in fine, c'est-à-dire le patron quand même de la firme, n'a peut-être pas ces biais-là, n'a peut-être pas cette volonté-là d'accroître les inégalités, et il est de bonne foi, il n'a pas une volonté raciste d'organiser l'algorithme Twitter de façon complètement biaisée, mais il s'avère que l'algorithme réagit, agit, apprend aussi, apprend par lui-même, de façon à exacerber ce biais raciste. Il crée des monstres qui leur échappent finalement. Exactement. Et ça, c'est le self-learning. Enfin, c'est un petit peu quand l'algorithme lui-même apprend, mais il apprend pas selon des ordres du concepteur. Il apprend selon l'ordre de l'algorithme lui-même qui peut être en lui-même biaisé alors que le concepteur lui-même n'était pas biaisé. Et c'est le cas de le robot taille de Microsoft qui, en 16 heures, quand il a été mis sur les réseaux sociaux, s'est révélé être complètement raciste. C'est le cas également de tous ces problèmes de reconnaissance faciale où on ne sait pas
où les algorithmes n'arrivent pas à identifier des personnes de couleur, ce qui est quand même extrêmement grave. Et je ne crois pas que les services de l'État, les services de police ou alors les personnes qui se trouvent derrière leur caméra aient du mal à identifier des personnes de couleur ou une volonté raciste ou un biais raciste. Donc vous voyez la différence entre l'humain qui sait avoir ses jugements de valeur, cette éthique qui lui est propre et en tout cas dont il est redevable et responsable, et cette machine qui, par définition, n'en a pas et qui, par définition, ne peut pas intégrer un process de valeur, un process d'éthique qui est difficilement chiffrable, difficilement codifiable. Et donc, quelle responsabilité? Mais c'est dire que là, on est dans un dilemme. Si on sort ces algorithmes-là, parce qu'ils sont racistes, alors on interdit l'expérimentation, on interdit à ce que ces algorithmes s'améliorent. Et en plus, on perd en termes de compétitivité en France parce que, évidemment, ces algorithmes iront ailleurs et la robotisation se développera dans les autres pays du monde, sauf en France. Donc, on est contraint de les laisser agir. Mais en agissant, ils apprennent et dans leur processus d'apprentissage, on souffre de biais, on souffre de ce racisme, de ces inégalités qui sont exacerbées, voire créées par les algorithmes. Donc, en fait, on est dans un dilemme où on est obligé de les laisser agir parce que l'excuse, c'est on est dans un processus d'expérimentation, d'apprentissage. Et de l'autre côté, le concepteur, on va dire, se lavera les mains et se dira qu'il n'est pas responsable parce que lui-même n'est pas raciste ou lui-même n'est pas inégalitaire et que c'est la machine. Et donc là, juridiquement, qu'est-ce qu'on fait? C'est difficile de, juridiquement, engager la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle du concepteur qui lui-même dit qu'il ne contrôle plus sa machine. Donc on est face à des Frankenstein du temps moderne où juridiquement c'est très compliqué d'engager la responsabilité et économiquement on doit souffrir de l'aggravation d'inégalités par ces algorithmes ou ces machines. Au-delà des inégalités sociales, en fait, ça participe, pour reprendre encore un mot qui était dans le débat, à l'archipélisation de la société où chacun s'enferme finalement dans sa bulle et c'est ainsi qu'on disloque la société. Et ça renforce là, des biais, exactement. On se renferme dans sa propre bulle, on ne croit que ce qu'on a envie de voir et fleurissent toutes les thèses complotistes. Pourquoi? Parce que à une thèse complotiste par rapport à un article dans un grand journal respectable, ces deux seront mis sur un pied d'égalité, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, ces deux seront mis sur un pied d'égalité selon la fréquence de clic, selon la fréquence de partage, selon la fréquence de... Donc des paramètres complètement objectifs, mathématiques, mais qui ne sont pas des paramètres subjectifs, justement, avec un jugement de valeur. Et c'est là où c'est dangereux. C'est le relativisme général que ces machines font peser sur la société. Toutes les thèses se valent, tous les sentiments se vaut, et clairement, il y a un risque de relativisme général et d'accroissement des inégalités. La vérité n'est qu'une option parmi d'autres. Exactement. C'est l'ère de la post-vérité. Mais pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Aurélien, Tai, qui est un très bon exemple. Tai, c'était quoi? C'était une intelligence conversationnelle qui a été mise en ligne par Microsoft. Microsoft qui n'est pas un béotien en matière de développement informatique et logiciel, qui connaît son affaire. Et Microsoft met Tai sur les réseaux sociaux en demandant finalement à qui a bien envie de se prêter à l'expérience, de tester son intelligence conversationnelle. Et au final, Tai, qui a été créé probablement sans a priori, a fini par, au bout de quelques heures, prononcer des paroles qui sont complotistes, sexistes, racistes. Mais donc au final, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut peut-être en conclure que nous sommes de bien piètres utilisateurs de la technologie. Parce que si on part du postulat que Tai a été programmée sans a priori, raciste, etc., ça veut dire qu'elle a appris à le devenir en étant confrontée à des interactions avec qui? Avec des intelligences humaines. Donc, tu parles de responsabilité, mais la responsabilisation des comportements, elle commence peut-être par les utilisateurs. D'où ce que je disais tout à l'heure. On a besoin d'une éducation aux bons usages de la machine. Et évidemment, si on est amené dans un avenir proche à avoir de plus en plus d'interactions avec des machines de plus en plus sophistiquées, de plus en plus variées, ça devient une priorité.
Mais ne nous trompons pas de combat. Tai n'était pas a priori raciste. Tai est devenu raciste parce que nous en avons fait une bien piètre utilisation. Et nous sommes, de manière générale, de bien piètres utilisateurs de la technologie. Nous sommes des enfants qui jouent avec l'arme nucléaire. Pour rebondir sur ça, oui, mais parce que Tai ou d'autres robots n'ont pas ce recul, n'ont pas cette mise en contexte qui lui fait dire que une opinion raciste inégalitaire, elle doit être peut-être prise avec des pincettes et avec un bagage éducatif, avec une éducation qui fait que elle doit être rejetée ou elle doit être contestée ou elle doit être argumentée. C'est que toutes les opinions se valent. Voilà, dans un discours où tout se vaut. Et un exemple aussi sur le renforcement des biais, ou en tout cas le côté inacceptable parfois de l'algorithme, c'est tout simplement les algorithmes, on en a parlé, des Parcoursup, enfin, après le bac, et plus particulièrement en Angleterre, ce qui s'est passé avec le A-Level, l'équivalent du baccalauréat. Là, vous avez l'algorithme Ofqual, qui a été créé pour essayer de solutionner un petit peu la crise du Covid, puisque les élèves n'ont pas pu faire leur baccalauréat. Et ça, pour la sélection à l'université, ça a accru encore davantage les inégalités, parce que l'algorithme sanctionnait les bons éléments dans les mauvais lycées, dans les mauvaises régions, et inversement récompensait les mauvais éléments dans les bons lycées, dans les bonnes régions. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une inégalité qui était encore plus exacerbée par cet algorithme, alors qu'il était mandaté par le gouvernement, quand même, donc avec un certain nombre de garde-fous. Enfin, on aurait pu croire. Mais ça a été ce que les Anglais ont appelé une débâcle, un fiasco total. Ça peut nous rappeler le fiasco de l'application Stop Covid. Mais en tout cas, ces algorithmes-là n'arrivent pas clairement à comprendre les systèmes de valeurs. Un bon étudiant, un bon écolier, un bon bachelier dans un très mauvais lycée, dans une région pauvre, sera sanctionné parce que d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue mathématique, il faut que statistiquement il y ait une décote et autres. Et donc ça, c'est clairement l'injustice qui n'est plus contrôlée, parce que là, par définition, même le gouvernement britannique n'arrivait pas à le contrôler. Donc il y a un vrai risque. Je voudrais juste vous poser une dernière question pour conclure cette deuxième thématique sur les inégalités sociales. Julien, vous avez parlé d'éducation. Alors c'est bien, hein, on est tous pour la paix dans le monde, c'est formidable comme argument, mais est-ce que finalement, c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'a pas déjà mis trop de mauvaises données dans la machine et le rétro-pédalage va prendre des années avant de remettre du bon contenu sur lequel peut s'appuyer l'algorithme? Est-ce qu'on n'est pas foutu en fait? Alors, tout simplement, moi je pense que c'est même pas l'éducation, parce que ça serait la massivation des données en fait. Mettre davantage de données qui seraient un petit peu, qui rééquilibrerait les données biaisées. C'est un jeu sans fin, parce qu'il n'y aura jamais assez de données, et on le voit, les grandes entreprises numériques n'ont jamais assez de données, et il n'y aura jamais assez de données dans un algorithme. Donc la volonté de massifier les données dans un algorithme, je dirais pas que c'est légitime. Et plus il y en a, plus on pourra tirer le bon grain de livret, quoi. J'espère. Mais le problème de l'éducation, c'est pas tellement ça des données, c'est encore une fois le background en fait éducatif, le contexte éducatif. L'algorithme, le robot n'a pas d'éducation. Par définition, il n'a pas eu de parcours familial ou éducatif, il n'a pas ce recul, il n'a pas ces expériences qui lui font dire qu'un jugement est mieux qu'un autre. Voilà. Donc c'est peut-être le recul et le parcours éducatif qui manqueront toujours à l'algorithme. D'un mot, je suis en partie en désaccord avec ce que vient de dire Aurélien, dans la mesure où en fait, l'ère du big data arrive un petit peu à son terme, parce qu'on se rend compte en fait, que l'utilité marginale de la donnée supplémentaire, lorsqu'on dispose déjà de milliards de données, et les GAFAM ou les BATX en disposent déjà de milliards de données, cette utilité marginale, elle décroît. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la bataille se situe moins dans la massification de données, ça, le travail a déjà été fait, que dans l'exploitation de données de qualité. Donc là, on a un travail à faire, nous, au niveau intellectuel, au niveau citoyen, mais également au niveau éducatif, niveau entrepreneurial également, pour justement remplacer des données de mauvaise qualité, notamment les données
qui donne lieu à de l'interprétation discriminatoire, etc., par de la donnée de qualité. Il est là le travail, et c'est un travail qui est d'ordre éthique. Donc je pense qu'effectivement, on se trompe de combat. Le combat, il est plus sur la question de la massification, mais au contraire de la création de données de qualité en supprimant celles de mauvaise qualité. Et c'est là qu'on va créer réellement de la valeur pour tout le monde, pour la société, mais également pour les entreprises. Alors, l'éthique, évidemment, ça va être en ce qui concerne la donnée, en ce qui concerne l'exploitation des données. L'éthique, ça concerne aussi les enjeux environnementaux, qui constitue le troisième thème que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Je vous ai retrouvé quelques chiffres. Une antenne 5G, ça consomme 3 fois plus qu'une antenne 4G, mais ça produit 15 fois plus de débit. Et puis aujourd'hui, on a les crypto-monnaies, c'est formidable, ça permet de décentraliser, ça permet de répartir la confiance, de se passer d'institutions qui peuvent susciter de la défiance. Mais quand même, le Bitcoin représente à lui tout seul, donc le Bitcoin appuyé sur la blockchain, 0,21% de la consommation d'électricité mondiale. Je vous mets ça par rapport au nombre de personnes qui sont effectivement concernées par le Bitcoin. On s'interroge. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait, Julien? Comment est-ce qu'on jugule ces enjeux environnementaux avec cet essor de la technologie? Aujourd'hui, le numérique, c'est 4% de la consommation énergétique mondiale. C'est autant que le transport aérien. Là, je vais vraiment devoir sortir de ma zone de confort parce que tu le sais très bien, Thibaut, beaucoup eu l'occasion de m'exprimer sur l'empreinte écologique des technologies et notamment des technologies numériques, enfin des services numériques. Mais néanmoins, j'ai quand même envie de me prêter à l'exercice et je me prête de bon cœur parce que, je le disais tout à l'heure, nous sommes de bien piètres utilisateurs de la technologie. Pourquoi ? Parce qu'on nous a demandé d'utiliser de la technologie au titre consumériste, mais également à titre productiviste, sans nous avoir vraiment nous avoir formés au préalable. Je prends un exemple qui va être parlant pour tout le monde. Il y a quelques temps de ça, on a vu à la une des médias économiques le fait qu'une grande banque française, je tairai son nom, mais ce sera facile à retrouver sur Google, a pris la solution d'IBM, Watson, pour faire quelque chose dans son organisation. Et la chose qu'on a demandé à Watson de faire, c'est de trier les mails. Quand vous en êtes à demander à une technologie de venir réparer les dommages, ou plutôt votre inefficience à, quelque part, utiliser la technologie précédente, qui est la technologie d'envoi et de réception et de tri de mails, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a un problème parce qu'on envoie des mails à tort et à travers. L'envoi de mail, en plus, une empreinte écologique, comme vous le savez. Et vous demandez en fait à une technologie de faire en sorte de venir rectifier un problème que l'humain a créé. Bon, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais le problème dans cette histoire, ce n'est pas le fait qu'on ait besoin de technologie pour réparer nos inefficiences. C'est qu'on a créé des inefficiences parce qu'on savait mal utiliser la technologie initiale qui est l'envoi de mails. On envoie trop de mails à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Là où auparavant, sans accès à cette technologie, eh bien, on aurait réfléchi à 2 fois avant d'envoyer un courrier. Eh bien, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a un côté, effectivement, absolument désastreux dans notre manière de, quelque part, utiliser la technologie. Mais, d'un autre côté, on est face à des défis aujourd'hui, notamment au niveau environnemental, puisque c'est le sujet sur lequel vous m'interrogez, Thibaut. Mais sur le plan environnemental, on est face à des défis qui sont majeurs et qu'on ne pourra pas résoudre sans la technologie. Je prends un seul exemple, la Smart City. Aujourd'hui, on sait que l'un des principaux lieux où on a des émissions à la fois de polluants, mais également de gaz à effet de serre, ce sont les mégalopoles. Donc, on est face à un problème majeur qui est causé par la densité de population, par des flux de marchandises, des flux de personnes, des flux informationnels qui sont très fortement concentrés sur une partie restreinte du territoire. Comment est-ce que vous pouvez me dire on va être capable de réduire cette empreinte écologique sans mettre en place les conditions techniques de la concrétisation de la Smart City, qui va vous permettre d'optimiser les flux de marchandises à travers des systèmes de pilotage intelligent de la logistique, par exemple, le pilotage énergétique intelligent à travers les smart grids, le pilotage intelligent aussi du tri sélectif, du recyclage. Bref, sans la technologie, vous ne parviendrez pas, c'est déjà perdu d'avance, à résoudre un des problèmes écologiques majeurs. Donc effectivement, oui, si vous me dites les technologies ont une empreinte écologique, je vais vous dire oui,
Mais la technologie a ce côté ambivalent où elle est à la fois cause et solution. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que le bilan, au final, soit plutôt positif à ce niveau-là. Et vous avez cité la 5G. La 5G, vous ne faites pas la Smart City sans la 5G. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas de voiture autonome, ni de télémédecine. Vous ne faites pas tout ça. Ce n'est pas possible. Cela étant, j'en reviens à mon point de départ, c'est une question d'utilisation de la technologie. Si la 5G, vous la mettez en place pour pouvoir dire à vos abonnés téléphoniques que vous allez pouvoir regarder, je suis désolé, mais c'est une phrase qui est revenue dans la presse récemment, mais regarder des pornos en 4K dans l'ascenseur, effectivement, on aura loupé le coche. Mais si la 5G permet de résoudre des problématiques importantes en matière d'optimisation des flux logistiques, informationnels et humains, alors effectivement, elle aurait eu son utilité. Et finalement, c'est le fil rouge de tout mon argumentaire aujourd'hui. Soyons de bons utilisateurs, raisonnés et responsables de la technologie. Aurélien Portuez, vous êtes d'accord, cette technologie, c'est un allié de poids pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça veut dire que la solution, c'est pas forcément d'aller vivre chacun dans le Larzac, dans une petite ferme déconnectée de tout. On peut s'appuyer sur cette technologie. Bien sûr, même si le Larzac peut être agréable, mais en tout cas, que la technologie serve à des buts environnementaux, à des buts, c'est évident, puisque la technologie, elle est là pour servir à des objectifs sociaux que les humains se donnent. Donc, c'est tout à fait normal. La question, elle est tout autre. Est-ce que le bilan carbone ou le bilan environnemental de cette robotisation, cette automatisation à outrance est positif? Et je pense que c'est important déjà de dire, de répéter l'impact environnemental de toutes ces machines, de tous ces robots. Pourquoi? Parce qu'il y a ce poncif comme ça, vraiment partagé, de dire que parce que c'est par ordinateur, parce que c'est du télétravail, parce que c'est un email, alors c'est écologique et que ça coûte rien. Évidemment, le papier pollue et l'email ne pollue pas. Ce qui est complètement faux. C'est cette idée généralisée de développer à outrance le numérique, de développer à outrance la robotisation et la machine, parce que toute activité numérique serait à un bilan carbone zéro. C'est évidemment faux. On a à peu près 180 data centers en France qui polluent énormément, qui représentent à peu près 8% de la consommation électrique en France. C'est absolument considérable et ça ne cesse de doubler tous les 2-3 ans. Donc c'est absolument considérable. On peut penser que l'évolution technologique est une dépollution. Par exemple, avant on avait les cassettes, ça polluait de la fabriquer. Après on a eu les CD, ça polluait de les fabriquer. Après on a eu les clés USB. Maintenant on a de moins en moins de clés USB parce que c'est le cloud. Et là on pense que évidemment il n'y a plus de pollution. Mais évidemment, on oublie tous ces data centers. Tous ces data centers qui créent une chaleur monumentale. Alors, j'entends les projets de passer cette chaleur comme chauffage ou chauffer la piscine municipale. Très bien, mais ce sera epsilon par rapport au coût et par rapport à l'empreinte environnementale. Non, surtout, j'allais dire, il y a cet aspect, là vous êtes sur le software, entre guillemets, mais il y a aussi le coût environnemental du hardware. Exactement, des matières premières. Tout le monde parle même de l'électrique, que ce soit des batteries ou des smartphones. On parle là, voilà, on sort encore le dernier iPhone. Enfin, il y a une fréquence de sortie de smartphone, une fréquence de sortie d'appareils qui est absolument effroyable. Et évidemment, les matières premières engendrent des défis non pas là, environnementaux, mais aussi géopolitiques absolument effroyables qui sont tus, qui sont cachés quand on voit la mainmise de la Chine sur les métaux rares en Afrique. 90% de la production mondiale. Voilà, et ces métaux rares qui se retrouvent dans nos poches en tant que smartphone. Donc je pense qu'il y a tout l'invisible. Et cet invisible, en fait, c'est l'empreinte environnementale, c'est ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne voit pas. Envoyer un mail, ça coûte à peu près 7 grammes d'empreinte de CO2. Et on envoie à peu près 140 millions de mails par heure dans le monde. Vous faites le calcul. Voilà, donc il y a une vraie question de sorte de sobriété. On y vient d'ailleurs par la loi avec quand on regarde l'obsolescence programmée qui a été interdite. Ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais aussi, il y a une vraie question de l'humain. Dans l'économie post-Covid qu'on vit avec le télétravail, clairement, il y a une pollution
aussi par le télétravail. C'est pas je ne vais pas au travail, donc j'économise les transports, donc je ne pollue pas avec ma voiture ou avec les transports en commun. Non, il y a donc la pollution aussi du télétravail et toutes ces personnes qui maintenant se sont équipées pour travailler à domicile, alors qu'avant, elles n'avaient peut-être pas ces équipements et elles travaillaient. Donc, il y a une vraie question en fait de l'impact environnemental et d'une prise de conscience pour que cet impact soit minimisé. Déjà, je vous rassure, le télétravail ne sera pas obligatoire dans les 6 prochaines semaines. Donc, ce sera toujours ça d'économiser pour l'environnement. Julien, en 2 mots, parce qu'il faut rapidement qu'on passe à la 4e thématique. Non, mais j'en reviens au problème initial, qui est toujours le problème humain, mais ce qui pousse finalement à la surconsommation, ce sont quand même effectivement des entreprises qui ont des politiques marketing axées sur le renouvellement rapide de l'équipement, qui sont passées par l'obsolescence programmée, qui a effectivement été interdite, mais ça a été très récent et ce n'est pas généralisé à l'échelle planétaire. Et puis ce sont aussi des consommateurs qui sont toujours friands de nouveautés, qui ont du mal justement à rentrer dans cette dynamique de sobriété, qui utilisent à l'envi pour des logiciels et des matériels électroniques dont il pourrait se passer. D'ailleurs, je fais remarquer à monsieur le juge que monsieur le procureur est le seul à avoir une tablette devant lui quand nous sommes au format papier. Et puis, j'en reviens aussi sur la question des métaux rares. Mais encore une fois, qui a créé les conditions de marché dans lesquelles, finalement, il coûte moins cher de pousser encore plus loin l'extraction de minerais premiers, de matières premières, de métaux rares dont on a besoin pour pouvoir fabriquer nos smartphones, nos ordinateurs, nos écrans de télévision, plutôt que de les recycler. Encore une fois, le problème, ne trompons pas de cible, c'est un problème humain et c'est un problème de régulation économique. On va passer à la 4e et dernière partie de ce débat, de ce procès. Faut-il faire la paix avec les machines ? On va parler des tensions sécuritaires, des menaces sur la vie privée. C'est un gros bloc et malheureusement, on va être obligé de l'expédier en assez peu de temps. Pour reprendre un exemple, vous avez parlé des smart cities, Julien. Effectivement, il y a cette question qui se pose en termes de pilotage dans un objectif toujours d'économie plus verte. Mais sur cette smart city, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire de la smart city, du projet de smart city Waterfront à Toronto, au Canada. Alors ça, c'est absolument formidable puisque dans cette friche industrielle qu'on a rénovée, on a mis des capteurs partout, donc dans les bâtiments, sur les routes, donc on mesure les déplacements, on mesure la consommation en temps réel. Et il y a un rapport d'experts technologiques, on leur a demandé leur avis sur cette question, ils ont dit il faut tout arrêter, parce que qui est derrière ce projet de Smart City ? Eh bien, c'est Google. Et donc, évidemment, toutes ces données, elles arrivent à Google et Google, en gros, peut piloter la ville en tant que telle. La menace a été telle que le projet a été abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce cas ? C'est emblématique, ça veut dire que cette donnée, que c'est la fin de la vie privée. On arrive à la fin de la vie privée avec cet essor des machines ? Je n'ai pas qu'une parenthèse dans l'histoire, pour reprendre une expression. J'ai vraiment pas du tout envie d'y croire, mais quand je dis depuis le début de cette conférence, oui, nous sommes de bien piètres utilisateurs de la technologie, j'inclus les administrations, j'inclus l'État. Et effectivement, ce qui s'est passé dans l'exemple que vous avez cité, où aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on envisage peut-être de révoquer le contrat qu'on a sur les données de santé avec Microsoft en France ? Bon, ben, voilà, ça démontre peut-être aussi une trop grande naïveté des décideurs publics, peut-être des contrats qui sont trop incomplets pour pouvoir justement sécuriser les données les plus sensibles. Quand on parle de données de santé ou de déplacement, on parle de données sensibles. Bon, ok, mais moi, ce qui me ferait encore plus peur, c'est un monde sans technologie. Parce qu'un monde sans technologie dans lequel nous nous priverions des services que peuvent apporter justement des géants de l'Internet tels que Google, tels que Microsoft ou d'autres. Mais que nos voisins auraient accès à cette technologie-là, ça nous mettrait dans une situation de déclassement énorme. Or, on ne peut pas, parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus, mais on a des défis aujourd'hui environnementaux et sociétaux qui sont énormes, qui sont devant nous et auxquels on ne pourra pas apporter une réponse réellement satisfaisante sans avoir recours à la technologie. Donc soyons de bons utilisateurs, que ce soit au niveau des consommateurs
ou des utilisateurs finaux, ou que ce soit au niveau des administrations. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on arrive à se discipliner. Il faut aussi qu'on apprenne à créer des contrats. Je me tourne vers Aurélien qui est juriste. Il faut qu'on arrive à créer des contrats qui protègent les citoyens, qui protègent les administrations, qui peuvent éventuellement contraindre les prestataires de services dans leur utilisation des données. Et puis nous citoyens, arrêtons de cliquer de façon quasi automatique sur j'accepte lorsqu'on arrive sur un site internet où on a mis en place un protocole tel que le RGPD qui est là normalement pour protéger notre vie privée, pour contraindre l'utilisation de nos données personnelles. Mais au final, on se rend compte que 95% des gens cliquent sur j'accepte tout de façon automatique. Donc, disciplinons-nous, soyons des utilisateurs beaucoup plus raisonnables de la technologie et vraiment, on s'en portera que mieux, quoi. Qu'en dit le juriste? Alors, cette vie privée, c'est clairement, c'est le paradoxe de la vie privée. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que tout le monde s'en inquiète, tout le monde est soucieux de la vie privée, d'accord? C'est même un des droits fondamentaux qu'on a par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Charte européenne des droits fondamentaux et libertés fondamentales. Mais cependant, quand on arrive à l'activité numérique, tout le monde s'en moque. Ça, ça a été démontré par le paradoxe de la pizza. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu ça dans une université où vous avez un professeur qui a dit, voilà, si je vous donne à ses étudiants, si je vous donne 1 ou 2 pizzas gratuites, est-ce que vous pouvez me laisser vos mails et partager tous vos données personnelles et les données personnelles de vos amis sur Facebook, enfin, donc c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes. Et tout le monde a évidemment donné son mail pour avoir la pizza gratuite. Ce que je veux dire par là, c'est que le bien ou le service gratuit, même si il est d'une valeur vraiment modique, là en l'espèce, justifie à abandonner son droit à la vie privée. C'est ce qu'on voit, et c'est le fiasco encore total du RGPD où en fait on en vient à fermer des fenêtres et cocher des cases. Et personne ne lit ce qui est écrit et personne ne sait dont il s'agit. Donc la vie privée, on en parle, mais quand on est sur Internet ou quand on a ces activités numériques, tout le monde s'en moque. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est les biens et les services gratuits. Ce qu'on veut, c'est l'article de presse gratuit. Ce qu'on veut, c'est le GPS gratuit. Ce qu'on veut, c'est tous ces services qui sont liés à l'abandon de notre droit à la vie privée et qui sont gratuits. Parce qu'en économie, encore et toujours, un des éléments fondamentaux reste le prix. Et cette économie d'Internet qui, fondamentalement, pour une grande partie, repose sur du gratuit, elle a tout simplement pour pan associé l'abandon de la vie privée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consommateurs abandonnent leur vie privée pour rien, pour surfer sur Internet. Et ça veut dire que le régulateur doit prendre en charge cette vie privée à la place des consommateurs, parce que les consommateurs ne seront pas leurs propres défenseurs de la vie privée. On le voit avec le RGPD. Donc le régulateur, en l'espèce ici en France, la CNIL, a une vraie responsabilité. Alors après, il ne faut pas surexagérer les côtés de la vie privée où le régulateur viendrait à protéger ou à interdire des choses que les consommateurs voudraient, mais en même temps, il ne faut pas sous-réglementer, c'est-à-dire l'absence totale de réglementation, l'absence totale d'intervention, parce que ça ne viendrait pas rectifier en tout cas l'absence de prise de conscience par les consommateurs. Et donc la vie privée, c'est essentiel, et on voit bien que cette robotisation, cette machinisation est un pied de nez à notre vie privée, qui est quand même un des éléments dans nos constitutions, dans nos chartes pour les libertés fondamentales. Permettez-moi tous les deux de m'étonner un petit peu. Quand on regarde, si on regarde ces 2 dernières années, on sait qu'il y a beaucoup de polémiques qui sont nées sur la restriction des libertés individuelles, les 80 km/h, on assassine ma liberté individuelle, les mesures sanitaires. J'entendais un célèbre éditorialiste hier soir, après le discours de Macron, disait qu'on vivait dans une dictature sanitaire. Pourquoi est-ce que tout le pan technologique, pardonnez-moi, échappe totalement à ces accusations? Parce qu'il y a une contrepartie réelle. Tout simplement parce qu'il y a une contrepartie réelle. Quand vous limitez la vitesse sur l'autoroute ou sur les routes nationales, vous dégradez quelque part l'utilité individuelle sans contrepartie. Ou alors une contrepartie qui est
très très évanescente, parce qu'on va vous dire vous allez peut-être un peu moins polluer, vous allez peut-être créer un peu moins d'accidents sur la route et peut-être un peu moins de morts, mais c'est quelque chose de très évanescent, c'est un risque qui est très lointain. En revanche, lorsqu'on vous dit abandonnez votre vie privée sur Internet parce que c'est la contrepartie pour pouvoir accéder à Instagram, à Facebook, à TikTok, bah, vous voyez de suite l'intérêt pour vous. C'est finalement, je suis assez d'accord avec ce que disait Aurélien sur l'exemple de la pizza, c'est que d'un côté, il y a une contrepartie tangible et immédiate, alors que de l'autre, on ne voit que les restrictions et donc une perte de confort ou d'utilité. Bon, pourtant, effectivement, les fondements sont exactement les mêmes. Ce sont ceux que vous avez cités, Thibaut. Donc, les machines, les plateformes, peuvent être un vrai risque à la vie privée si on prend la vie privée au sérieux. Voilà. Mais à l'heure actuelle, les utilisateurs, nous ne prenons pas la vie privée au sérieux et on se met à cocher des cases en restant aveugle. Et c'est en ça que le régulateur a une vraie responsabilité de vraiment mettre le poids qui est nécessaire à la vie privée comme valeur démocratique, mais qui a une valeur démocratique qui importe dans le offline, mais qui importe autant aussi dans le online, sur la vie sur Internet. Alors on en arrive à la conclusion de ce procès. Il va falloir trancher cette grande question. Faut-il faire la paix avec les machines ? Alors simplement pour résumer un petit peu les réactions qui arrivent, alors il n'y a pas vraiment de position tranchée qui arrive chez ceux qui nous regardent, et en fait il y a plus de questions, donc c'est la preuve que je pense malheureusement on n'arrivera pas à trancher cette question aujourd'hui, mais il y a quand même une question qui me fait réagir, elle concerne l'éthique, et on a quelqu'un qui nous suit qui rappelle que le philosophe allemand Günther Anders parlait de l'obsolescence programmée de l'homme, et en fait de manière assez intéressante ça me fait penser à une anecdote personnelle où j'étais en voiture avec ma belle-sœur il y a quelque temps et j'étais pas d'accord avec ce que disait le GPS. Et elle m'expliquait que, effectivement, je pense avoir un bon sens de l'orientation et souvent je suis plus fort que le GPS. Mais bref, là n'est pas la question. Mais je lui disais, il faut me croire. Elle me disait, entre toi et la machine et toutes les données qu'elle a collectées, je ne peux que faire confiance au GPS. Parce que toi, tu as des trous de mémoire, tu es bassement humain finalement. Est-ce que cette obsolescence programmée de l'homme qui va confier de plus en plus à la machine la décision, qui aura plus de données pour se prononcer, c'est inéluctable. Est-ce que cette obsolescence programmée, donc théorisée par ce philosophe allemand, c'est finalement le futur de l'humanité? Et c'est vrai que si vous lisez Harari aussi, il est un petit peu sur cette ligne-là en disant finalement l'humain n'est plus assez câblé, entre guillemets, par rapport à la machine pour décider. Bien sûr, je pense qu'on va vers cette dimension et l'humain est dépassé dans ses capacités cognitives, même s'il y a, comme je disais, cette capacité de jugement de valeur, cette capacité de subjectivisme que la machine a difficilement. Mais en tout cas, dans les capacités de calcul, capacités cognitives, dans la capacité d'analyse, c'est clair que la robotisation a un pas d'avance. Il y a un pas d'avance et on le voit avec cette robotisation. On parle même plus de robots. Quand on regarde, on parle d'humanoïdes. Ça veut bien dire grand-chose. Ça veut dire que clairement, on veut mettre les robots à l'image de l'humain et on veut que le robot se rapproche davantage de l'humain pour le remplacer et on aura des humanoïdes à la place des humains. Et le genre humanoïde, je ne le connais pas. En tout cas, le genre humain, je le connais. Et ce qu'il faut, c'est défendre ce genre humain, c'est défendre cette civilisation des hommes, c'est défendre ce modèle un petit peu d'une machine au service de l'homme et seulement au service de l'homme. Et clairement, une civilisation des machines par rapport à une civilisation des hommes est dangereuse et il faut réellement prendre conscience des conséquences négatives, mais aussi des conséquences positives de la robotisation, mais de l'enjeu civilisationnel dont il s'agit. Paul Valéry disait que désormais nous savons que les civilisations, nous sommes mortels. Mais face à ça, nous, civilisations humaines, nous savons que nous sommes mortels. Mais la robotique n'est pas mortelle, puisque par définition, elle tend vers cette immortalité, vers cette éternité. Donc il n'y a pas la même conjoncture. Et de ce combat éthique civilisationnel, on saura qui gagnera dans un débat vraiment qui doit
engager tous les citoyens. Tous les citoyens, philosophes, économistes, juristes, mais ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question éthique. Et il faut véritablement que cette civilisation humaine, faite de machines, faite voilà, soit défendue dans son genre humain avec des droits de l'homme, avec des valeurs fondamentales qui soient imposées comme valeurs cardinales de notre constitution, de notre architecture juridique. C'est pas désuet les droits de l'homme à l'ère de la technologie, Julien. Je peux pas du tout être en désaccord avec ce que vient de dire Aurélien, bien au contraire. Ce sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve également. Cela étant, je serais nettement moins pessimiste qu'Aurélien. Et d'ailleurs, Aurélien, tu as cité Paul Valéry, mais si on va jusqu'au bout de la citation de Paul Valéry, il dit que finalement, ce qui tue les sociétés, c'est l'inertie. Et on ne doit pas être inerte face aux machines. Les machines sont des vecteurs de progrès, mais également de tension. On en a beaucoup parlé pendant finalement cette session. Et donc, il faut ne pas être inerte face à ce progrès, mais qui peut être également destructeur. Donc, il faut savoir l'accompagner. Mais là où je serais beaucoup moins pessimiste qu'Aurélien, c'est parce que on prête beaucoup de capacités aux machines et on va vite se rendre compte que ces capacités sont limitées, en tout cas, sauf à avoir une disruption technologique réellement majeure dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même les intelligences artificielles les plus fortes, même AlphaGo qui gagne les compétitions de jeux de Go face aux champions du monde de jeux de Go, même les intelligences artificielles qui aujourd'hui savent relativement bien conduire des véhicules autonomes, même si les intelligences artificielles qui gagnent aux échecs, etc., elles ne savent bien faire qu'une seule chose, ce pourquoi elles ont été programmées. Elles sont très fortes dans un domaine de spécialité. Et donc, on aura effectivement, sur des verticales, on appelle ça technologiques, eh bien, des intelligences artificielles qui vont être très fortes et meilleures que l'homme pour conduire, livrer, etc., etc., et jouer aux échecs. Mais demander à l'intelligence artificielle AlphaGo de conduire une voiture, ce n'est pas possible. En revanche, il y a une technologie qui peut-être est un peu dépassée de temps en temps par la machine, mais qui sait à peu près bien faire tout ce qu'on lui demande de faire. Cette technologie, c'est le cerveau humain. Et donc, je ne pense pas que le cerveau humain soit déclassé avant très très longtemps. Et puis, il y a une dernière chose à prendre en compte. On nous dit, effectivement, on va avoir des humanoïdes, on va avoir des technologies qui vont remplacer l'être humain dans tous les pans de la société. AlphaGo, cette fameuse intelligence artificielle qui, je vous le rappelle, ne permet que de jouer au Go. On est bien d'accord. Qui était bien relative. Cette intelligence artificielle, elle demande, pour être alimentée en énergie, elle demande l'équivalent d'une petite centrale énergétique qui pourrait alimenter l'équivalent d'une ville de 20-30 000 habitants. Donc si vous voulez plein d'humanoïdes, plein de technologies un peu partout dans la société qui viennent finalement remplacer ou seconder les êtres humains, vous allez avoir une facture énergétique et écologique qui est de toute façon inacceptable et qui ne pourra pas du tout être absorbée. Donc encore une fois, ne prêtons pas aux technologies ce qu'elles ne peuvent pas faire ou ce qu'elles ne pourront pas faire, en tout cas en l'état actuel de l'état de l'art. Éventuellement, peut-être qu'on révisera nos propos si un jour on arrive à faire de la fusion nucléaire et avoir de l'énergie bon marché en très grande abondance. Peut-être qu'on révisera ce jugement le jour où on aura vraiment un saut quantique au niveau informatique. Mais en l'état actuel, je ne pense pas qu'on puisse prêter ces capacités aux machines. Et donc, je suis beaucoup moins pessimiste. Et je rappelle aussi qu'il n'arrive pas un seul jour sans que mon ordinateur plante, sans que mes mails n'arrivent pas, etc. On n'arrive même pas à bien faire fonctionner les technologies actuelles et on nous parle de technologies et d'intelligence artificielle, de blockchain, etc. qui vont nous remplacer. Moi, sincèrement, je suis plutôt serein. Bref, on a bien compris qu'on ne trancherait pas cette question aujourd'hui et que cette question, faut-il faire la paix avec les machines amies ou ennemies, se posera encore très longtemps. Il me reste simplement à vous remercier, Aurélien Portuez, merci Julien Pillot, d'avoir participé à cette session organisée par l'INSEC et bien sûr, un grand merci aux organisateurs du Printemps de l'économie ainsi qu'à vous tous qui nous avez suivis. Merci encore et bonne journée. Au revoir. Merci.